Ok. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Jam TV. Aujourd'hui, je vous retrouve comme prévu pour vous faire gagner plein d'idées. Nous nous intéressons ce soir à la rentrée scolaire 2022-2023, les projets suivant l'éducation au centre. Pour parler avec nous, Jam TV reçoit un invité au nom de Oumar Welegam, représentant du collectif de l'association des jeunes du pays d'Ogon. Monsieur Welegam, bonsoir. Bonsoir, Louali. Comment ça va? Oui, ça va et vous? La famille, oui. Ça va bien, merci. Oui, tout va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être invité par Jam TV. D'accord. Je salue l'ensemble des abonnés, des internautes de Jam TV. Je salue la direction de Jam TV. Et puis je salue l'équipe dynamique qui est autour de Jam TV. Et je salue vous tous qui nous regardez. Merci. D'accord, merci, Monsieur Welegam. Nous allons commencer maintenant avec l'émission. Okay. J'aimerais savoir tout d'abord qui est Monsieur Welegam. Ok, très bien. Humblement, Monsieur Welegam, c'est comme on le dit, Oumar Welegam. Je suis d'abord enseignant. Je suis le président fondateur de l'association Conscience pour le développement du pays d'Ogo. Je suis aussi le président de l'Union des associations de jeunes de la région de Douanza. Je suis aussi membre du collectif des associations de jeunes du pays d'Ogo. Et je suis aussi membre de la commission sur l'éducation au centre du Mali. D'accord. Merci en bref, qui est Oumar Welegam. D'accord, merci. Vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire actuelle au pays d'Ogon? Ok. Vraiment, la situation actuelle de la sécurité au pays d'Ogon, on avait de l'espoir. L'espoir n'est pas toujours perdu. Bon, avec la transition que nos éléments qui étaient sur le terrain, qui sont maintenant aux commandes. Donc là, je crois que c'est un privilège pour pouvoir mettre en œuvre les expériences de ces militaires-là. Donc voici l'espoir. Je crois que avec l'équipement de l'armée, avec une forte formation de l'armée, le professionnalisme et surtout avec la militarisation de la police, donc qui peut combler en quelque sorte l'insuffisance de l'effectif militaire qui était vraiment visible sur le terrain, ça peut combler. Donc il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. J'ai saisi de l'occasion aussi pour rappeler nos autorités des otages détenus depuis des mois, voire années, oui. Dans la localité de Bankas, oui. Kossobia et Parou. Le pont, c'est véritablement, ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe, ils sont détenus et on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. C'est nos parents qui sont détenus. Donc on va les rappeler. Et puis la situation de cette zone-là reste toujours préoccupante. On plaide véritablement pour un ratissage complet de ces zones-là. C'est une priorité absolue. D'accord. Oui. Ok, merci. Comme je vous l'ai si bien dit, le thème de ce soir n'est autre que la rentrée scolaire 2022-2023, les projets suivant l'éducation. Parlons maintenant de la rentrée scolaire 2022-2023. Monsieur Welegam, que pouvez-vous dire de la rentrée scolaire de cette année? Très bien. La rentrée scolaire 2022-2023, le 3 octobre, bon, au centre du Mali, les écoles restent fermées. Nous, on avait à l'époque recensé jusqu'à 411 écoles fermées. Ça, en ce qui concerne le centre. Un peu au Mali, il y a 1000 quelques écoles fermées en total. Donc 400 pour seulement le centre, c'est trop quoi. C'est trop. Mais je crois qu'il peut y avoir des perspectives, des alternatives pour pallier à ces problèmes de fond. Il peut y avoir des conséquences véritablement terribles sur le long terme. Qui est déjà visible quoi. Voilà, donc c'est en quelque sorte pour l'école
l'éducation est un droit constitutionnel et ça doit même être une obligation, quoi. Oui. La scolarisation doit être une obligation. Oui, et que vraiment d'autres n'ont pas accès à un droit élémentaire comme l'éducation, comme la scolarisation, c'est déplorable. Oui. C'est déplorable. D'accord. Ici au Mali, on a recensé qu'il y a 1766 écoles demeurent fermées à raison de l'insécurité. Oui. Quelle solution pouvez-vous aux autorités du pays? Bon, ça c'est dans l'ensemble du territoire, en passant surtout au nord, et puis quelques parties, même à Cléla où j'étais stagiaire, les écoles restent fermées. Bon, en quelque sorte c'était d'abord au nord, mais maintenant c'est venu au centre. Ensuite, maintenant c'est jusqu'au sud. Jusqu'au sud. Donc, je crois que en termes de solutions, gouverner, c'est prévoir, comme on le dit. Gouverner, c'est prévoir. On pouvait prévoir. Maintenant, comme les fermetures sont là, maintenant, je crois que comme nous, on avait prédit à l'époque, il peut y avoir véritablement des solutions comme faire déplacer les jeunes des zones d'insécurité vers des zones les mieux stables. C'est des solutions. Et puis, là, ça va nous permettre de les retirer aussi dans l'exposition où ils sont. Ça veut dire qu'ils sont véritablement exposés au recrutement de ces extrémistes violents, de ces terroristes. Donc, je crois qu'il faut... toutefois, l'espoir n'est pas perdu et qu'il y a des alternatives pour pallier à ces problèmes-là que vivent les régions du centre, du nord et ensuite quelques parties du sud aussi, du Mali. D'accord. Que peuvent être les conséquences si des solutions rapides ne sont pas trouvées par les plus hautes autorités pour que les enfants regagnent l'école? Vous savez, la force même d'un pays repose sur les ressources humaines de qualité. Sans ressources humaines de qualité, sans formation, sans scolarisation, on ne peut en aucun cas parler de développement. C'est impossible. C'est le pilier, c'est le socle même de tout. C'est le socle de tout. Il faut qu'on ait conscience de cela. Malgré l'insécurité, sur le fond, il faut préoccuper à la situation de ces écoles fermées, Sur le long terme, comme vous le dites, sur le long terme, si toutes ces écoles restent fermées, de deux, si tous ces élèves-là, tous ces enfants-là n'ont pas accès à l'éducation, à la formation des bases, donc ils seront véritablement coupés en quelque sorte du Mali. Ils ne vont pas se sentir concernés par le Mali, par l'État malien. Donc là, véritablement, ça peut susciter, ça peut aller plus loin, quoi, que je n'ai pas envie de dire, mais il faut penser au pire même, quoi, comme si il peut y avoir des rébellions, les gens vont se sentir ostracisés. Donc il faut s'attendre à tout. C'est véritablement une vraie bombe, quoi. Il ne faut pas du tout négliger, pas du tout. D'accord. Oui. Merci. L'éducation est la base de tout. Monsieur Wellegem, que pensez-vous du système éducatif ici au Mali? Bon, le système éducatif, moi en tant qu'enseignant, tu sais, on est partie prenante du système éducatif malien, mais on a hérité quand même d'un système éducatif imposé par la colonisation. Donc, leur objectif, c'est de former des gens, pas pour leur propre développement, mais pour mieux se servir, pour mieux nous exploiter, pour mieux nous dominer, pour mieux nous dominer. C'était en quelque sorte l'idéal même, et puis l'objectif même de ces systèmes éducatifs-là. Maintenant, avec la réforme de 1962, la malianisation du système, du système éducatif qu'on a essayé de réformer, mais malgré tout, jusqu'à présent, on n'a pas un système éducatif purement malien qui répond aux besoins réels du Mali. Il n'y en a pas.
Tel n'est pas le cas. Bon, je ne sais pas si toutefois c'est les partenaires financiers qui nous obligent, qui nous imposent ce système. Je ne sais pas si ça manque d'une volonté de changer le système éducatif. Je ne sais pas, mais tout compte fait, ce système éducatif n'est pas un système éducatif qui répond aux besoins de notre pays. Si on parle même de problèmes, si on parle même de la gouvernance, si on parle même de tout ce qu'on a comme mot qui gangrène la société, le système éducatif, on peut citer le système éducatif comme en premier lieu, le système éducatif. Donc, je crois que sur ce point, pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux, un pays prospère, il faut songer au changement radical du système éducatif. Sans cela, on n'ira nulle part. D'accord. Selon vous, quels sont ces changements-là pour que le Mali puisse avoir son propre système éducatif? Voilà, ces changements, je crois que changement, il faut en premier lieu penser aux besoins de notre société, aux besoins du Mali. Par exemple, nous, on a véritablement une terre, quand on voit notre civilisation, donc on doit former des agronomes qui peuvent être sur le terrain, qui peuvent même avoir une société purement nationale, on peut exploiter, on peut faire des terres véritablement cultivables, qu'on peut les employer, des jeunes cultivés, des jeunes formés dans le cadre de l'agro-pastoral, qu'on peut mettre sur le terrain, qui peuvent faire des travaux merveilleux pour l'auto-alimentation, pour qu'on puisse nous satisfaire, pour qu'il n'y ait pas de dépendance en matière alimentaire. Voilà, donc ça commence dès là-bas. Donc, en termes aussi encore des solutions pour changer le système éducatif, il faut aussi penser à la formation. Parce que pour qu'il y ait des formations de qualité, il faut que les formateurs soient mieux formés. Ça veut dire que c'est tout un processus. Oui. Ça commence depuis les formateurs, on les forme à un nouveau système, à une nouvelle approche, à une nouvelle connaissance, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est après, eux, ils vont transmettre cela aux élèves, aux étudiants, et ainsi de suite. Je crois que c'est comme ça. Donc là, il faut revoir, il faut s'asseoir pour faire table rase du système éducatif malien, et redynamiser, et rénover, adapter aux besoins réels du Mali. C'est en cela qu'on puisse parler véritablement du développement des ressources humaines de qualité. D'accord. S'il faut avoir des changements, les changements commencent d'abord par les formateurs, avant les élèves. Effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça commence depuis là-bas. Même les formateurs, des formateurs. Donc, il faut une conception d'abord. Une conception de ce système éducatif. Oui. On a beaucoup d'experts, quoi. On a beaucoup d'experts, des conseillers pédagogiques, des gens qui ont vraiment la culture, quoi. Voilà, le savoir-être, le savoir-vivre, ils ont tout ça. On a hérité de ça, d'une vieille civilisation authentique, enviée de tous. Donc on peut se référer de tout ça là et voir quels sont les éléments qu'on peut intégrer en matière d'aspect, les facteurs qu'on peut intégrer et rénover tout ça. Sinon, ce qu'on a, c'est caduc, quoi, c'est obsolète. D'accord. Ok, merci. Il faut que les autorités comprennent que l'éducation est la base de tout. Il faut un changement pour les futurs jeunes du Mali. D'accord, M. Ouélégamon. Sauvons l'éducation au centre du Mali, un projet initié par votre collectif. Que vise ce projet? Merci beaucoup, Globally. C'est une excellente question. Oui. La commission Sauvons l'éducation au centre du Mali, c'est initié, comme vous les avez bien dit, par le collectif des associations de jeunes du pays de Gauche. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des membres du collectif des associations de jeunes du pays de Gauche.
Notre très cher Boukari Markindo, il est le secrétaire aux relations extérieures. Vous le savez bien? Non, je ne savais pas cela. Il ne nous a pas dit. Donc, Non. il est le secrétaire aux relations extérieures. Ah, d'accord. Donc, vraiment, il est parti, voilà, il a joué un grand rôle dans ça. Donc, la commission est composée de nous, jeunes, qui sommes portés volontaires. Il y a Mamadou Sarou Jigime qui est déjà sur le terrain, il y a Jean de Dieu Wodjou, il y a Amadou Togo, il y a Issa Djigiba, il y a Saï, Benjamin Saï. Donc, on les salue. Donc, la commission est... D'abord, on est parti des constats. On a dit, bon, voici, on est face à une situation sécuritaire pernicieuse. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va prendre fin. Maintenant, on dit sur le long terme, les conséquences sur nous, les ressortissants du centre, peut être fatales. Donc, il faut, nous, en tant que jeunes actrices, en tant qu'une jeunesse actrice, que pouvons-nous faire pour nos jeunes enfants? Donc, on s'est dit, bon, on a collecté en quelque sorte des données. On est parti jusqu'à, comme j'ai dit, 411 écoles fermées. Ça concernait en quelque sorte 24 500 élèves et puis 2490 enseignants étaient impactés par tout ça. On dit, bon, maintenant on a au moins quelques valides, des cadres qui répondent au nom de notre zone, le centre du Mali. Maintenant, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, une dizaine d'années, on n'a plus rien qui peut nous présenter dans les prises de décision. Là, nous, est-ce qu'on sera concerné par les prises de décision parce que ça peut aller à l'encontre de nos préoccupations. Donc, comme ça, on s'est dit, peu importe la situation, nous qui sommes là-bas, il faut avoir une alternative pour cela. Là, c'est la commission souvent d'éducation au centre du Mali. Nous, on est parti aussi d'un principe que on va dans les zones véritablement impactées par l'insécurité. Donc, on fait appel par la voie des comités de gestion scolaire, par les associations des parents d'élèves, par l'association des mères d'élèves. Donc, comme c'est chez nous là-bas, on a en quelque sorte des représentants dans toutes ces communes du centre du Mali, de Bayangara, Kouro, Bankas, Douanza. Il suffit de contacter ou bien de saisir un membre de notre organisation qui puisse lancer l'appel en douce pour faire revenir ces enfants-là vers les centres-villes, vers Bayangara, Kouro, Bankas, Douanza, les chercher des centres d'hébergement, des centres temporaires de formation, de les faire bénéficier des cours de rattrapage, des cours de remédiation, pour qu'on puisse les insérer. Là, on a pu sauver. Et pour la première phase, on était concerné d'abord par ceux qui sont en classe de la 9e année, les élèves candidats du DF. Donc, on a lancé l'appel pour la première phase. On a eu 229 élèves qu'on a eu à former durant quelques mois. On les a présentés au DF et dans les 229, 192 ont été admis. Donc, on a pu les sauver au moins. Donc, c'est dans cette dynamique que nous avons quand même contribué. D'accord? Donc, avec la participation de l'ensemble des membres du collectif, avec les jeunes, les enseignants volontaires, les parents qui sont ressortissants des jeunes. Voilà, là, c'est notre spécificité par rapport aux ONG. Aux ONG, ils recrutent des personnels qui peuvent avoir des difficultés d'accès à ces jeunes-là. Mais nous, on a des éléments qui sont membres du collectif, qui sont ressortissants de ces jeunes-là, qui sont prêts à nous répondre n'importe quel moment, dans n'importe quelle zone. Donc, d'où notre valeur à ajouter dans ce monde-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que ce programme touche ainsi les élèves déplacés qui sont à l'extérieur du pays d'Ogon, c'est-à-dire ceux qui sont ici à Bamako ou ailleurs? Bon, pour la première phase, non. Pour la première phase, on s'est dit d'abord, il faut
à l'urgence, voir la situation de ceux qui sont là-bas dans les zones d'insécurité. D'abord pour la première phase. Donc la deuxième phase, la troisième phase, on peut intégrer tout cela. Parce que c'est des déplacés. Donc c'est des situations inattendues, quoi. Ils peuvent se déplacer à n'importe quel moment pour venir, par exemple, la rentrée scolaire, ça se déroule c'est le 3 octobre. Donc par exemple, ils peuvent venir en janvier, à n'importe quel mois. Donc ils peuvent avoir des difficultés de s'inscrire, de prendre en charge par les écoles. Ils vont dire que donc l'année est temps. Donc on peut formaliser tout ça. On peut avoir des échanges avec les autorités en telle sorte que nos déplacés puissent avoir des places, peu importe le moment où ils se déplacent pour venir dans les villes. Donc tout ça, c'est des aspects à avoir, à intégrer, comme quand on a même évalué en quelque sorte nos points faibles, nos points forts, et puis comment on peut adapter encore ces projets-là qu'on va bientôt réactiver pour cette année aussi. D'accord. Ce projet-là est là depuis longtemps ou bien? Oui, depuis on a commencé en 2019, d'accord, on a commencé en 2019, donc 2020, 2021, 2022, on est là. D'accord. Et il y a des changements? Oui, il y a des changements, le résultat est là. Maintenant, ce qui m'amène à l'autre point, donc on a comme j'ai dit, on a des points faibles, on a des points forts, il y a des difficultés, mais le résultat est plus que salutaire, il faut le dire. Oui. D'accord. Comme il y a des difficultés, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Très bien, Koulibaly. Les difficultés, d'abord, on était à notre première expérience. Donc là, on ne sait pas comment aller, comment les faire. Oui. Donc dans la conception, on avait des trucs, on a constaté qu'on n'avait pas d'expérience en premier lieu. Donc en deuxième lieu aussi, on est parti sur le terrain, on a eu des difficultés. D'autres, pour même quand on a lancé l'appel, faire déplacer les élèves, on prend beaucoup de risques. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas, nous on est association, on fait des cotisations pour mettre dans le projet, mais on n'a pas des ressources financières comme beaucoup, on n'en a pas, on cotise entre nous pour faire, donc on a besoin véritablement des soutiens matériels, des soutiens financiers, pour qu'on puisse mettre en œuvre ces projets-là que nous pilotons. Donc ça, c'est vraiment un cri de cœur. Si toutefois, qui peut nous aider, qui veut nous aider, on est là et puis le projet est plus que pertinent, quoi. Il faut mettre en œuvre cela. D'accord. Et l'autorité ne sont pas au courant de votre projet. Si toutefois, vous pouvez faire un appel à eux pour... Effectivement, Koulibaly, les autorités, quand même, on les a démarchés parce qu'on est dans un état. Oui. Quand on initie quelque chose, il faut les informer, il faut avoir les avals et tout. Donc, ils ont accepté le projet. Alhamdoulilah, ils ont accepté le projet. Oui. Ils disent que c'est vraiment... qui sont contents qu'il y ait des initiatives endogènes pour pallier à ces problèmes-là. Parce que tout le monde est presque dépassé, quoi. Oui. Donc, ils disent que c'est une bonne chose. Maintenant, après cela, ils nous ont aidés aussi dans le cadre des programmes, par exemple le programme condensé, qui nous a permis de faire bénéficier une formation de qualité dans un bref délai. Ça, c'est leur contribution. Oui. Donc, tout ça, en matière d'appui technique, ils nous ont aidés. Mais d'autres choses, facteurs, matériel, voilà, tout ça. Donc, c'est à nous de prendre tout ça en charge. Tout ça en charge. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire aux cadres, surtout aux cadres ressortissants du centre, vraiment, c'est essentiel, leur soutien doit être essentiel, quoi. Donc, je sais, ils sont conscients, mais c'est pour les rappeler que véritablement leur apport est essentiel. D'accord. Ok, M. Oulegam, vous êtes aussi chargé de la commission justice, vérité et réconciliation. Qu'est-ce que c'est?
Bon, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est une structure du gouvernement qui est chargée d'abord d'écouter les victimes, y compris les victimes du centre du Mali, des victimes de conflits qui nous concernent nous personnellement. Il y a aussi les victimes des coups d'État, d'autres aspects, ils prennent tout ça en charge. Donc, chargé d'abord de recenser, chargé aussi d'écouter, de prendre les dépositions. Ensuite, l'autre phase aussi, c'est de faire des propositions au gouvernement, des propositions de réparation. Ça aussi, ça relève de leurs compétences. Maintenant, c'est au gouvernement de voir, selon ses capacités, comment réparer ces victimes-là. Mais, sur ce point, j'ai eu à conduire plus d'une centaine de victimes et de ressortissants de chez nous à la CVJR. Ah bon? Oui, plus d'une centaine. On les a conduits là-bas, ils ont pris des dépositions, on les a délivrés des récépissés qui montrent qu'ils sont véritablement touchés par l'insécurité. D'autres qui ont perdu les parents, d'autres qui ont perdu tout, presque tout. Donc, qui sont des déplacés souvent à Faladier, d'autres qui sont à Sévaré, d'autres qui sont à Mopti, même d'autres qui sont à Ségou. Donc, ainsi de suite. On les a conduits, souvent c'est au téléphone, on les contacte, ceux qui sont surtout au pays de Gond, qui effectuent souvent des déplacements parce qu'il y a l'équipe mobile de la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui était en place, mais qui avait souvent de problèmes à opérer sur le terrain pour prendre les dépositions. C'est une zone toujours en insécurité, la volonté est là, mais l'aspect sécuritaire il n'y a pas assez d'accalmie, donc eux aussi ils ont peur de leur propre sécurité, donc c'est un peu difficile. Donc les parents souvent se déplacent pour venir à Sévaré, il y a une antenne là-bas. Donc on les conduit à travers des téléphones, voilà, les accueillir et puis les conditions. Donc ils ont pris des positions. Maintenant, je crois que ce qu'on peut dire de la commission Vérité, Justice et Réconciliation en matière de recommandations, surtout en matière de recommandations, parce que nous, en tant que société civile, on conduit nos parents victimes vers la CVJR. Après, les parents croient que la réparation, c'est dans l'immédiat. Quoi qu'on a pris les dossiers. On m'appelle Marc, mais la réparation, c'est comment? On attend là, on ne nous appelle pas toujours. Et pourtant, la réparation ne relève pas même de la compétence de la CVJR, ça relève de la compétence du gouvernement. Donc, au moment opportun, le gouvernement va choisir quand, comment réparer ces victimes-là. Maintenant, surtout ce que je vais ajouter, dans les autres pays, on a vu qu'on dit commission, vérité, justice et réparation. On parle de réparation là-bas. Maintenant, au Mali, ici, on dit commission, vérité, justice, pas réparation, et réconciliation. Maintenant, il faut faire ressortir l'aspect réparation. Ça veut dire que ce n'est pas que la prise en charge psychosociale, c'est les mains qui doivent être misées. Peut-être dans la justice, il peut y avoir des réparations, mais il faut faire ressortir l'aspect réparation. C'est ce que les victimes attendent. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de réelle réparation, des réparations concrètement, au-delà de la justice, parce que la justice, peut-être, on va poursuivre ceux qui ont les auteurs, tout ça, ça fait partie de la justice, mais ce qui touche les victimes, c'est l'aspect réparation en matière de ceux qui ont perdu, parce qu'ils sont dans un état qui est censé les sécurité, mais voilà, ça ne sort pas de leurs responsabilités s'il n'y a pas d'insécurité. Ici, il n'y a pas d'insécurité. Oui, ici, là, il n'y a pas d'insécurité. Donc c'est comme ça. Je crois que la réparation, il faut mettre vraiment d'accent particulier sur la réparation, puisqu'on puisse parler des réelles réconciliations. Il faut réparation ensuite. Réconciliation, c'est automatique, quoi. Quand il y a réparation, c'est déjà réconciliation. C'est automatique, quoi. On est tous d'accord. D'accord. Voilà. Quand il y a réparation, il y a réconciliation. D'accord, on prend note à ce point. Ok, M. Willigam.
Vous pouvez nous parler des résultats obtenus par le collectif parlant de cette commission? Oui, bon, j'avais un peu parlé de ça. Et en gros, ça veut dire le fait même de prendre l'initiative pour voir la situation sécuritaire, oser aller sur le terrain. Bon, on est ressortissant de là-bas, mais prendre le risque de prendre une telle initiative, c'est déjà vraiment un grand pas, quoi, parce que ces gens-là savent, les extrémistes violents savent l'impact de la scolarisation de l'éducation. Un peuple éduqué, personne ne peut les dominer, quoi. Quand un peuple est éduqué, est scolarisé, donc la domination devient presque quasi impossible, quoi. Maintenant, quand on a véritablement un peuple ou bien une jeunesse qui est désorientée, qui est mal formée, qui est mal éduquée, comme ça, ils peuvent se rallier à n'importe quelle cause, on peut les manipuler facilement. Donc là, réellement, ces résultats sont là et que le fait d'avoir un pourcentage de 80 et quelques pourcents pour les élèves qu'on a présentés au DEF, tout ça, ça fait partir des résultats palpants, pragmatiques qu'on peut présenter. Voilà. Donc ensuite, quand on les fait déplacer là, ça veut dire qu'ils ont quand même sauvé de ces zones d'insécurité en quelque sorte, quoi. Ils sont à l'abri, quoi. Tout ça, tout ça, ça fait partie de ces résultats-là. Oui. Voilà. Donc c'est entre autres quelques résultats, mais il peut y avoir d'autres qui ne sont pas affichés, mais le résultat est là quand même. D'accord. Voilà. Il y a des élèves du baccalauréat qui ont fait partie? Non, parce que bon, pour la première phase, non. Pour la première phase, non. Maintenant, comme on a eu des échanges avec l'ensemble des partenaires d'école, les CGS, l'ensemble des acteurs de l'éducation, oui. On est dans la phase d'adaptation, on est dans la phase maintenant de corriger ce qui n'a pas été un succès. Donc on est dans cette phase-là. Donc là, pour la seconde phase, on peut intégrer tout ça. Mais pour le moment, la première phase, c'était avec le fondamental, quoi, de la première année jusqu'à la 9e année. Voilà, c'est dans ces cadres-là on a évolué. D'accord, les élèves du baccalauréat n'en font pas partie. Pour le moment, ils n'ont pas bénéficié. Pour le moment, mais voilà, avec le temps. Avec le temps, avec le soutien de tous, c'est pas du tout impossible. C'est tout, c'est vraiment possible. Quand on avait initié cela, on avait montré à certains, ils disent que jeunes, vous êtes ambitieux, mais ça c'est impossible. Mais en tant que jeunes, nous, on a réalisé, voici le résultat. Donc il faut croire en nous véritablement, il faut le soutien de tous, l'intégration, la participation de tous, on peut le faire. C'est vrai. On peut le faire. C'est vrai. Oui. D'accord, M. Welegem, merci. Bientôt, cette émission prendra fin. M. Welegem, votre mot de la fin. Ok, Koulibaly, merci beaucoup. Merci à toi pour ces excellentes questions. C'est véritablement, je trouve ça pertinent. Merci à vous également. Et puis, je remercie Boukari Oumar Kindo, toute l'équipe de Djamou TV et aussi vos abonnés, les internautes, ceux qui partagent, ceux qui like. Il faut beaucoup partager, quoi, surtout. Il faut beaucoup partager. Pour qu'il y ait de visibilité, pour qu'il y ait de l'impact, quoi, pour que les autorités nous entendent. Il faut qu'ils nous écoutent. Donc pour ça, si vous partagez, tout le monde voit ça. Là, véritablement, c'est des dirigeants, c'est une priorité absolue. Tout le monde va s'intéresser à ça et ça va se réaliser. Oui, c'est donc, c'est comme ça, je suis vraiment ravi. Et d'être face à Koulibaly aussi, c'est très bien. Merci. Et je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Ceci met fin à cette émission. Merci de nous l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Djam TV.